Bonjour à toutes et à tous. Dans ce webinaire, on va vous montrer aujourd'hui, on va regarder comment la mise en œuvre de plusieurs applications Zoho permet de couvrir des processus métiers de A à Z, en faisant en sorte que les étapes s'enchaînent de façon fluide. De la détection d'un prospect à la signature de documents contractuels, dans beaucoup d'entreprises, on passe encore aujourd'hui par une succession d'étapes qui n'ont pas toutes la même valeur ajoutée. On va voir qu'on peut faciliter grandement l'exploitation des données grâce aux intégrations et aux possibilités d'automatisation qu'offre Zoho. Pour cette présentation aujourd'hui, je suis accompagné donc de Florent, qui, comme moi, est chef de projet chez Transition et qui s'occupera plus particulièrement de la partie démonstration dans l'outil. Alors, pour illustrer la démo, nous avons imaginé un scénario. Il s'agit d'une agence de voyage un peu atypique, puisqu'elle commercialise des séjours sur la planète Mars. Donc c'est fictif, mais ça correspond sur beaucoup de points à des besoins qu'on a réellement observés en entreprise. Alors, quelques éléments de contexte sur Anoumars. Donc, l'activité de l'agence a fortement progressé au cours des derniers mois, à tel point que la méthode et les outils qu'ils ont utilisés depuis la création de l'entreprise ont dû être revus pour accompagner cette montée en charge. Comment ils travaillaient jusqu'ici? Une boîte mail qui recevait tous les nouveaux contacts directs ou issus du site web, un fichier Excel pour stocker et mettre à jour tout un tas de données sur les clients, les projets, des contrats rédigés au cas par cas dans un outil de traitement de texte bien connu, et ces mêmes contrats parfois imprimés qui avaient tendance à s'entasser rapidement. Alors ça peut paraître un petit peu caricatural, on a volontairement forcé le trait, mais en réalité on retrouve ce type de fonctionnement dans beaucoup de structures, quel que soit le secteur d'activité et la taille de l'entreprise. Donc si c'est votre cas, on va vous mettre à l'aise. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. D'ailleurs, ça peut très bien fonctionner en réalité, un certain temps, mais on va voir que pour rester compétitif et améliorer le quotidien des équipes, ça vaut le coup d'automatiser un peu les choses, d'autant que c'est vraiment possible. En tout cas, pour Anoumars, la configuration initiale n'a pas tenu le choc quand le nombre de clients a augmenté. Les collaborateurs perdaient trop de temps à traiter chaque dossier et l'expérience client s'en ressentait en termes de réactivité et de délai de traitement. Il a donc été décidé d'y remédier. Leur processus métier inclut la captation de leads ou prospects en démarrage, la qualification puis la conversion de ces leads vers la création d'une affaire qui va inclure la création d'un devis puis la signature d'un contrat. Alors ça paraît relativement simple à vue d'œil, mais rien que dans ces quelques étapes peuvent se nicher plein de petites sous-étapes très chronophages. Le besoin principal pour Anoumars, c'est donc que le processus puisse s'enchaîner efficacement en supprimant les tâches sans grande valeur ajoutée pour que les collaborateurs puissent se concentrer sur leur cœur de métier, à savoir le service client et le développement de l'activité. Pour y parvenir, nous avons donc étudié le business model et les processus métiers afin de déployer une configuration incluant plusieurs applications Zoho que l'on va intégrer et automatiser. Alors, parmi les applications Zoho qu'on va utiliser, on va retrouver le CRM, qui est vraiment la pierre angulaire dans cette configuration. Zoho Forms, qui va permettre de capter les données via un formulaire. Writer, Sign et WorkDrive, qui vont être des applications qui vont nous permettre la gestion des documents, la fusion, l'édition, la signature électronique, le stockage. Zoho qui va nous permettre à la fois certaines automatisations dans le processus et qu'on retrouve également dans les solutions d'intégration qu'on va utiliser entre les applications. Parmi les autres solutions d'intégration, il y a des intégrations natives, on va voir, notamment entre Forms et CRM par exemple. Et peut-être la solution principale à laquelle nous avons recours, Zoho Deluge, le langage de script de Zoho que nous utilisons très régulièrement, car il permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Pour ceux qui ont participé à notre webinaire de la semaine dernière, vous en avez eu un aperçu détaillé. Voici la présentation du processus qu'on a modélisé avec l'agence Anoumars. Il débute donc par la soumission d'un formulaire, donc une personne intéressée remplit le formulaire. Cette soumission du formulaire doit créer un lead dans le CRM. Ce lead va ensuite pouvoir être converti, le cas échéant, en contact et en affaire, dans laquelle ensuite on va faire le suivi de la relation client. Dans l'affaire, on va générer un devis puis un contrat qui sera ensuite signé électroniquement. Ce qu'on peut voir à l'écran ici, c'est que l'intégralité de ce processus va pouvoir être gérée par des applications Zoho. Et à noter que toutes celles qui sont présentées ici, ainsi que d'autres, plus de 50, sont regroupées dans l'abonnement Zoho One, que vous connaissez peut-être pour certains, qui permet d'avoir accès à tout l'environnement Zoho dans un seul abonnement. Ce travail de modélisation est intéressant à réaliser avant de se lancer dans la configuration. En partant d'une page blanche, on va poser méthodiquement chaque étape du processus et déterminer ce qui doit se passer à chaque étape. Alors, première partie du processus à laquelle on va s'intéresser, c'est le formulaire de contact, donc pour les personnes qui sont candidats à un voyage sur Mars. On va leur demander quelques infos. Auparavant, chez Anoumars, comment ça se passait? Les demandes directes ou émanantes du site web étaient toutes réceptionnées donc par mail et traitées manuellement, ce qui avait plusieurs effets négatifs. Les emails s'entassaient dans la boîte contact@anoumars.fr, qui servait en réalité de CRM, mais auquel toute l'équipe n'avait pas accès. Les contacts ne recevaient pas de confirmation automatique de la prise en compte de leurs demandes. Et enfin, les données étaient ressaisies dans un fichier Excel de suivi des dossiers, ce qui entraînait régulièrement des erreurs de saisie. Donc, au niveau processus, ce qu'on va mettre en place pour améliorer les choses, il y a plusieurs choses que l'équipe a formulées, plusieurs demandes. Premièrement, au niveau des possibilités de diffusion du formulaire en amont, avec des options même pour pré-remplir parfois le formulaire dans certains cas.
Au niveau du formulaire lui-même, avoir un contenu dynamique qui puisse s'adapter en fonction de la demande du client, afficher ou non certaines questions. Et enfin, au niveau de la captation des données, que les enregistrements soient directement créés ou mis à jour dans le système. Pour répondre à ce premier besoin, deux applications Zoho sont à l'œuvre dans ce qu'on va voir ensuite avec la démo de Florent. Zoho Forms, qui va permettre de créer le formulaire sur mesure, accessible en ligne via un lien URL ou intégré directement dans une page web. Zoho Forms, c'est un outil puissant qui va offrir beaucoup de possibilités de personnalisation de son formulaire. La méthode la plus courante ensuite pour exploiter les données récupérées du formulaire, c'est de l'intégrer avec le module dans Zoho CRM dans lequel on souhaite retrouver les données. Ici, ça va être le module Leads. C'est une intégration native qu'il suffit d'activer. Le paramétrage ensuite permet de réaliser un mappage entre les champs du formulaire et les champs du module qui va recevoir les données. Dans notre cas, on souhaite qu'à la soumission d'un formulaire, un lead soit créé ou mis à jour, et c'est ce que va permettre l'intégration. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite en pratique avec Florent dans la partie démonstration. Alors en effet, je pense que vous m'entendez bien. L'idée là, ça va être de passer par, Zoho Forms, qui est donc l'équivalent de Google Forms, dans la suite, Zoho, et d'aller, pré-remplir ce formulaire avec des infos qu'on va retrouver dans le CRM ou alors, ben, lui placer des balises, on va voir juste après comment, pour, remplir des informations comme le nom, le prénom par exemple, de sorte que quand on l'ouvre, ce soit déjà, pré-rempli. Hem, du coup, comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas du tout? C'est assez simple et intuitif. Vous avez des champs de différentes sortes, que vous pouvez positionner, hein, des adresses, voilà, comme ça. Vous choisissez de les montrer ou pas, enfin, que ce soit figé ou pas. Et vous pouvez, alors je parlais, à l'instant de pouvoir pré-populer, pré-remplir certains champs. Donc ça passe par un champ, spécifique qui est ZoCRM, où on va aller dire, par rapport à un lead, par exemple, un prospect, que tel champ, par exemple le nom, va venir populer, le nom également, voilà, dans ZoForms, de sorte que quand vous allez l'ouvrir, ce sera pré-rempli. Donc ça, c'est la méthode en passant, par, l'intégration avec, ZoCRM, mais sinon on peut en effet, placer des balises. Alors du coup, ça donne des choses comme ça. Ça typiquement, sans aucun code, juste en ayant mis en arrière-plan, une image, des champs qui peuvent, voilà, qui peuvent être obligatoires ou pas, pré-remplis, des listes déroulantes. Donc ça donne rapidement quelque chose qui est, joli, efficace et qui va permettre de récolter de l'information. Donc en l'occurrence, nous, hop, je l'ai pré-rempli ici. Donc comment ça se fait? Si vous voyez dans l'URL, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, on peut aller positionner les balises, alors nom, prénom, voilà, et cetera, les emails comme vous pourrez voir partout en haut. Ce qui fait qu'on va glaner toutes ces informations et les pousser dans, ZoCRM. Donc là, pour vous éviter, de passer 10 minutes à remplir un champ, je pense qu'il y a plus intéressant pour vous, on l'a pré-rempli et on l'envoie. Et du coup, on peut, par la suite, choisir de tomber sur, ce type d'image ou alors vers votre site web ou vers n'importe quoi d'autre, un autre formulaire éventuellement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quand on va dans le CRM, de notre côté, on va aller sur le module lead. Hop. Donc voilà, donc en gros, on va retrouver ici tout ce qui a été mappé dans le ZooForms, hein, tout ce que l'on a vu par ailleurs. Et puis, du coup, on n'a pas besoin de tout retaper à la main parce que c'était dans un email auparavant. Non, là, c'est directement là. En fait, vous faites travailler vos clients. Voilà. Je te repasse la main, Sébastien. Merci Florent. Donc, on en est arrivé à l'étape suivante qui est la préqualification du lead qu'on vient de recevoir. Alors, l'un des problèmes rencontrés précédemment, c'était chez Anoumar, c'était justement que les demandes entrantes n'étaient pas traitées efficacement. Le temps de traitement s'allongeait, puisqu'avec l'activité qui grossissait, on mettait de plus en plus de temps à répondre aux contacts entrants. Les critères de qualification n'étaient pas définis, et donc l'appréciation de la qualité d'un contact entrant restait très subjective et liée à chaque utilisateur. Et enfin, les contacts avec qui on ne faisait pas d'affaires n'étaient pas retravaillés ultérieurement, par exemple, pour leur proposer d'autres produits. On va donc ici s'intéresser à l'utilisation du module Leads et au processus de qualification puis de conversion de ces leads. Avec la mise en place de Zoho, donc les demandes transmises via le formulaire vont être réceptionnées dans Zoho CRM directement, comme on l'a vu avec Florent. Ce module que nous on appelle Leads, que vous pouvez appeler également prospect ou lui trouver un autre nom, ça correspond toujours à un premier contact commercial avec une personne physique en général, complété par des informations sur le besoin ou le projet et sur la société quand on est dans un contexte B2B. L'utilité du module Leads ensuite, ça va être de qualifier toutes ces demandes ou prises de contact pour déterminer si on va pouvoir faire affaire. Parmi les données disponibles, il peut y avoir les informations transmises par la personne lors de sa prise de contact, mais aussi d'autres éléments comme ses interactions avec nos actions marketing. Et on peut même aller jusqu'à mettre en place un scoring global en analysant toutes ces interactions et voir les réactions de la personne. Alors ensuite, pour convertir le lead, on va avoir plusieurs options. Il y a la fonctionnalité native, donc c'est un bouton convertir que vous avez dans le module lead qui est présent directement dans le module et qui permet de convertir l'enregistrement. On peut parfois définir qu'il y a des conversions automatiques qui se mettent en place pour certains leads qui correspondent à des critères.
ou un processus semi-automatisé qui va impliquer la fonctionnalité Blueprint qu'on va voir avec Florent dans un instant. D'ailleurs, je vous passe la parole pour la suite de l'analyse. Que je prends en plein vol. Alors, tac, peut-être que ça on peut voilà. Donc en effet, là je reprends, on est au niveau, de notre, lead, hein, qui vient du formulaire que la personne a renseigné. Donc comme tu disais, Sébastien, on a, mis dans le lead un certain nombre de transitions via un blueprint. Le principe, pour ceux qui ne connaissent pas du blueprint, c'est vraiment de mettre des barrières, hein, pour guider les utilisateurs et qu'on n'ait pas à se demander sur quoi on doit cliquer, et cetera. Bah voilà, là, quand vous êtes dans l'état non qualifié, les seules sorties possibles, c'est qualifier, envoyer le questionnaire ou sans suite. Alors, envoyer le questionnaire parce que vous pouvez très bien créer le lead depuis rien, envoyer un mail en incluant le questionnaire et du coup, le retour se fera, comme on a vu, directement dans le lead. Donc là, ce que je vais faire, je vais le qualifier. Donc en cliquant ici, l'avantage du blueprint, c'est que ça me dit plutôt que de mettre tous les champs en obligatoire dès le début, ce qui fait que bien entendu, ça va être bloquant et ça va être très compliqué et très lourd pour chacun. Bah là, on va dire il y a certains champs qui sont obligatoires à certaines étapes en fait. Donc là, typiquement, voilà, il y a un certain nombre de champs qui doivent être validés. On vérifie que tout est bon. Il manque la notion de budget. J'appelle à ce moment-là le client et il me confirme qu'il a bien 3 millions d'euros hein, pour aller sur Mars, ce qui, on va voir, peut être suffisant. Donc l'état a donc changé, il est passé en qualifié et les transitions, donc maintenant ce qui peut, à partir de maintenant, les transitions vers lesquelles je peux aller ont également changé. D'accord? Juste, je vais faire un petit aperçu sur une fonctionnalité qui est assez récente, chez Zoho, hein, ça date de ce début d'année. C'est la notion de global set. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement, vous voyez ici, vous avez un formulaire avec une liste déroulante, l'origine du lead, avec un certain nombre de valeurs. Cette liste déroulante, on va également la retrouver dans le contact, sauf que auparavant, lorsque vous aviez modifié une liste parce que vous intégriez une nouvelle valeur, il fallait à la fois le faire ici et bien sûr ne pas oublier de le faire dans contact, ce qui, dans la plupart des cas, était oublié. Donc comment on fait? Eh bien, dans la configuration, vous allez ensuite sur le module et vous avez maintenant cette notion d'ensemble globaux. Et là, désormais, vous avez donc l'origine du lead qu'on voit qui a été utilisé dans deux modules, hein, contact et lead. Et c'est ici je vais rajouter, modifier, etc. D'accord? De telle sorte que quand je vais dans mon module lead, hop, je retrouve l'origine du lead ici. Voilà, c'est un ensemble global. Je ne peux pas le changer localement, mais je peux le changer au niveau de la configuration. Donc pour revenir à notre lead, là désormais il est qualifié. Ce que je vais faire, c'est que je vais le convertir. Alors pour la démonstration, on a fait le choix de convertir de manière native. Hop, ça me propose, ça trouve un contact qui a le même email, donc ça me propose de le relier à cette personne, ce que j'accepte. Je crée une nouvelle affaire. Je vais dire que je pense clore l'affaire d'ici la fin décembre et je convertis. Et à ce moment-là, j'ai une affaire. Je te repasse le micro, Seb. Alors, quand un lead est converti chez Anoumars, les dossiers sont ensuite répartis entre plusieurs commerciaux qui ont pour mission de compléter les informations sur le voyage. On avait déjà un début d'information et on les complète pour, euh, pour avancer dans le traitement du dossier. Et le but, c'est de lui transmettre ensuite une proposition commerciale sous forme de devis. Jusqu'ici, les données étaient souvent notées directement sur un bloc-notes et la proposition commerciale rédigée ensuite, parfois directement dans le corps d'un email. Bref, c'était pas optimal. Le suivi des devis se faisait ensuite dans le fichier Excel dont j'ai parlé. Ça allait pas. La nouvelle méthode implique donc la mise en pratique de ce module affaires dans Zoho CRM. Concrètement, donc au niveau du processus, c'est ce qu'on voit à l'écran ici. Donc on avance dans le process. On va avoir une première fois recours ici à Zoho Writer pour l'édition d'un devis sur mesure à partir de l'affaire. Alors, si on fait un petit zoom sur le module affaires, c'est quoi le module affaires? À quoi ça sert? Ça va réunir trois notions principales, systématiquement. Un montant, donc c'est le chiffre d'affaires que je pense générer avec cette affaire. Une date d'échéance, c'est la date à laquelle je pense clôturer l'affaire d'un point de vue commercial, si elle va être gagnée ou perdue. Et une étape, c'est où j'en suis avec cette affaire. Et avec ces trois paramètres, l'ensemble des enregistrements de ce module vont constituer le portefeuille d'affaires de l'entreprise. Donc si je prends aujourd'hui, par exemple, toutes les affaires ouvertes ayant une date d'échéance avant le 31 février 2024, je peux calculer un prévisionnel de vente pour le trimestre à venir. Alors dans ce module affaires, on a vu qu'on avait un besoin, nous, qui était de générer un devis. Alors il se trouve que le devis chez Anoumars, il est un peu complexe. Il y a trois options dans Zoho. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a plusieurs options. Il y a la fonctionnalité native proposée par Zoho CRM qui permet de créer des devis avec un module dédié qui peut répondre dans certains cas aux besoins, mais qui présente certaines limites. Chez Zoho, il y a aussi une application dédiée de facturation, de création de devis et plus encore qui s'appelle Zoho Books qu'on déploie régulièrement et qu'on peut intégrer avec Zoho CRM. Ou, et ça va être notre cas ici, on avait un besoin de quelque chose de sur mesure, donc on a déployé une solution qui va impliquer un développement avec le langage de Luge, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec Florent. Alors en effet, hop, je retourne sur là où on en était à l'épisode précédent. Désormais, donc comme vous l'avez pu le voir, j'ai généré une affaire suite à la conversion du lead. Voilà.
Donc quand on va sur l'affaire, un certain nombre de choses. Première chose déjà, les champs. Les champs sont déjà pré-remplis parce qu'on a fait le mapping, entre le lead et le deal. On a dit simplement que tel champ devait se déverser dans tel champ de l'affaire et idem au niveau du contact. Un lead converti, c'est une affaire et c'est un contact. Du coup, on va comme ça conserver de l'information plutôt que de devoir la ressaisir pour gagner du temps. Autre point, là encore, nous avons fait le choix de mettre, un blueprint pour cadrer un vrai l'avancée, de remplissage de l'affaire, avec une nouvelle particularité, depuis cette année, c'est le fait d'avoir des transitions parallèles. Alors à quoi ça sert? Bah, typiquement, si je clique, par exemple, je suis un service, on va dire, je suis le service qualité, je dois valider un certain nombre de choses, de documents, relatifs à l'affaire, ou alors le service technique, je dois valider la faisabilité technique. Eh bien, j'ai un certain nombre d'informations qui me concernent, donc ça, c'est lié à cette transition. Donc par exemple, OK, j'ai un certain nombre de choses. Les éléments de motivation, voilà, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup d'introspection, c'est pour ça qu'il va vers Mars. Il a un peu de temps devant lui, il a 2 ans, c'est très bien, donc tous les champs sont enseignés. Et du coup, bah, je peux valider. Alors juste pour, je veux juste vous montrer quelque chose. Si jamais il y a un champ qui n'est pas rempli, qu'est-ce qui se passe? J'enregistre, les informations sont quand même saisies, mais regardez, ça je ne passe pas la transition simplement parce que ça me dit, eh ben, il reste des informations à renseigner. Donc ça veut dire que ce n'est pas perdu pour autant. Vous pouvez quand même les enregistrer sans qu'alors qu'il manque un champ obligatoire qui n'est pas rempli. Donc là, je le remplis et cette transition-là est passée 100, mais il reste l'autre, ce qui fait que je suis toujours dans le même état qui est préqualifié. Alors j'y vais. Donc là, même chose, personne apte. Je vais mettre que la personne, a un risque moyen, il aime pas trop, hein, partir et cetera. Bon, bah, le reste est rempli, parfait, j'y vais. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quelque chose qui apparaît, c'est qu'il y a un message qui nous dit, bah, il faut une certaine appétence au risque pour, partir sur Mars. Ce qui peut se comprendre. Donc en gros, je ne peux pas passer la transition tout simplement parce que la valeur qui a été renseignée sur ce champ ne correspond pas à l'attendu. Du coup, si on avait voulu pouvoir passer, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre que la personne aime le risque et là, je peux passer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut potentiellement bloquer, des choses en mettant des notions de budget, des notions de valeur. Si tel champ n'est pas, renseigné comme il se doit, avec des valeurs qui sont conformes à des bornes, eh bien, il y a un message d'alerte. Là, j'ai réussi à passer mon étape, donc je suis qualifié, c'est très bien. Je décide donc de créer un devis en cliquant ici. Sauf que voilà, il y a quelque chose qui vient d'apparaître, c'est qu'il faut renseigner les produits dans l'affaire afin de passer à l'étape suivante. En effet, là, je cherchais à créer un devis sans même avoir renseigné de produits. Cette petite fenêtre qui apparaît, ça, c'est du client script. Ça fait maintenant quelques années que c'est chez dans ce CRM. C'est vraiment extrêmement pratique pour pouvoir afficher des messages quand vous êtes en train de renseigner un champ qui ne correspond pas, vous avez besoin d'aider, d'accompagner. Il y a des champs qui peuvent apparaître quand vous chargez une page, il manque des valeurs ou des valeurs sont nécessitent d'être mises en exergue. Eh bien, vous pouvez le faire. Donc là, pareil, il me dit, bah non, je ne peux pas passer. Donc il n'a pas passé la transition parce qu'il y a ce message qui est bloquant. Et en effet, si on descend, on voit que les éléments de devis, le sous-formulaire est vide. Je vais aller corriger cet affront en mettant que, hop, il décide de prendre un voyage vers Mars, qui prend une combinaison, ça peut être pratique. Et puis, on va prendre une paire de moon boots pour marcher sur Mars. Donc là, j'ai renseigné les produits. Je clique sur création de devis. Et là aussi, c'est une particularité du blueprint, c'est qu'en sortie de blueprint, on peut mettre à jour des champs, on peut envoyer des mails, créer des tâches, mais on peut également lancer des fonctions en deluge. Ce qui s'est passé ici, et ça nous a permis de créer un devis qui a été associé à cette affaire. Donc là, je clique et j'accède donc au devis qui, via la fonction deluge, qui est allé chercher les produits qui avaient été renseignés. J'avais juste mis ces trois produits-là avec les quantités. Et bien, la fonction est allée chercher les prix qui correspondaient, effectue les multiplications. Bon, là, c'est par 1, donc ça devrait aller. Va trouver la TVA, applique la TVA, etc. Donc, ça pré-remplit complètement la chose. Et du coup, arrive à ce niveau-là, je peux faire le choix de créer le devis, donc le document. Il faut se rappeler qu'auparavant, on le faisait ça dans un Excel, on se trompait, on faisait de mauvais copier-coller, on laissait les informations du précédent devis, idem en Word. Là maintenant, je pars d'un document writer vierge, enfin pas un modèle du moins, un template avec un certain nombre d'informations, et j'ai la fonction derrière va aller renseigner justement les balises que l'on a mises. Donc ça reprend complètement les informations, le total, etc. Et puis avec une petite signature à la fin. Donc là, c'est un document PDF que nous sommes allés stocker directement dans WorkDrive. Donc, et nous avons mis le lien, récupérer le lien, l'URL du lien externe, ce qui fait que si je clique
j'ai bien accès à ce document. Et du coup, ça va nous permettre d'envoyer un mail avec ce lien. Là, l'idée, c'est pas de faire une signature électronique. L'idée, c'est juste d'envoyer ce document à notre client. J'insère un modèle, voilà, et la personne aura plus qu'à cliquer sur le bouton. Donc là, je l'envoie. Je retrouve l'échange de mails ici, hein, toujours dans le devis. Et voilà ce que la personne a reçu. Et quand elle clique sur le bouton, ça lui donne accès ici. Donc c'est un lien vers un document. Tout le monde y a accès. Et pour autant, la personne n'a pas du tout accès à OneDrive. Elle a juste accès au lien qui pointe vers ce document. Voilà. Je te repasse la main, Sébastien. Donc, après ce devis signé, la prochaine étape sur le traitement de notre affaire, ça va être la signature d'un contrat. Alors, comme pour le devis, hein, sans doute, la création du contrat était jusqu'ici assez artisanale chez Anoumars. Une copie papier du document était transmise par courrier, ou même remis en main propre dans certains cas. Le document était signé, ensuite scanné pour être archivé. Dans le nouveau processus, le papier disparaît complètement et la signature électronique est mise en place. Donc, on arrive ici à la fin du processus. Et c'est l'étape qui va nous amener normalement jusqu'à la signature du contrat, qui va être synonyme d'une affaire gagnée. Alors, comme pour la génération d'un devis, on a souvent le choix chez Zoho. Ici, on va utiliser Zoho Writer, cette fois-ci associé à Zoho Sign, pour l'obtention de la signature électronique. On va voir que l'utilisation de ces applications sera déclenchée depuis le blueprint dans Zoho CRM sans que l'utilisateur, donc le commercial en l'occurrence, n'ait à sortir de l'affaire. Je pense que c'est un des bénéfices principaux de tout ce qu'on montre depuis le début, c'est que tout ça se passe pour l'utilisateur depuis Zoho CRM. Il n'a pas besoin d'aller dans chaque application. Et il y aura par ailleurs un retour d'information pour que l'affaire soit mise à jour automatiquement selon le statut du contrat. Voilà, donc quand le contrat est signé, l'affaire sera mise à jour. Pour la partie stockage, donc on va utiliser Zoho WorkDrive, qui est l'application dédiée de Zoho pour ça, pour la gestion de fichiers, dans laquelle il y a de l'espace disponible et des possibilités de partage. Alors, pour générer le contrat, comme je disais, plusieurs options possibles. Il y a dans Zoho CRM une option de fusion manuelle. Donc on peut créer des templates, des modèles dans Zoho CRM. On a un bouton pour faire de la fusion. Ça implique des étapes manuelles, mais on y arrive. On peut également décider de tout automatiser par une fonction associée à un workflow, c'est-à-dire par rapport à un déclencheur, ça va faire complètement toute la fusion de documents et exécuter intégralement le process. Ou une solution hybride, comme celle que Florent va vous présenter tout de suite. Alors, en effet, si je retourne, ça veut bien retourner, voilà, sur le devis. Donc déjà, première chose, j'ai généré ici un devis en faisant une fusion, hein, comme expliquait Sébastien, avec un document modèle. Alors, juste pour vous montrer, pour que vous puissiez voir où on retrouve ces informations, c'est dans la configuration. Je vais personnalisation modèle. Et là, en effet, on peut créer un document merge, un mail merge, une fusion de documents. Et ça prend cette allure-là. Donc, vous mettez des paramètres. Et ce sont ces paramètres que vous allez aller renseigner à travers la fonction de luge. Voilà. On pourrait potentiellement le faire à la main ici, mais il y a une plus grande souplesse. Là, et ça veut dire qu'il faut aller cliquer, exécuter la fusion. Il y a un certain nombre d'étapes qui peuvent être un peu lourdes à faire régulièrement. Là, en un bouton, vous pouvez générer le document et il est en plus stocké directement, donc sans que vous ayez rien à faire. Donc là, c'était le niveau du devis. Donc là, maintenant, quand je clique sur la génération de contrat, ça va m'ouvrir justement et me générer un contrat qui, on voit, est relié au devis précédent, est relié à l'affaire que je vais ouvrir pour tout à l'heure, qui va reprendre un certain nombre d'informations encore une fois, et cette fois-ci, il y a des informations supplémentaires. Hein. La personne, il faut se dire qu'elle a validé le devis et qu'elle souhaite à partir, donc maintenant, on a besoin de lui rédiger un contrat. Donc même principe, on va générer un document, hop, toujours dans les modèles, ici, donc un contrat type, comme là, avec des paramètres que l'on va aller renseigner à nouveau, sauf que cette fois-ci, au lieu de l'envoyer, de la fusionner et de le stocker, je vais le fusionner et l'envoyer pour une signature électronique. Donc là, déjà, je choisis les dates de départ. Bon, on avait dit qu'il avait 2 ans devant lui. Bon, on va être à peu près ça. Hein. Tac, en 2025, il sera de retour, c'est très bien. Voilà. Et donc là, peut-être qu'avant de l'envoyer le document, parce que quand je vais cliquer, ça va fusionner et faire partir le document. J'ai peut-être envie de voir à quoi va ressembler le document. Donc, ce que nous avons pour habitude de faire, c'est des boutons avec d'abord un aperçu du contrat qui va générer le fusionner le PDF et le stocker. Sauf que cette fois-ci, pour les besoins de la démonstration, on ne va pas le stocker dans OneDrive, mais pour vous montrer, on peut aussi stocker directement dans l'enregistrement, dans la pièce jointe. Donc, ce qui donne ceci. Donc, c'est ce que je vous disais, ça tout a été renseigné cette fois-ci. Donc, voilà.
hop, la rue, de l'adresse de la personne, son nom, et cetera, et cetera. Ça reprend bien tous les différentes lignes du devis, enfin du contrat en l'occurrence. Et à la fin, alors ce qu'on voit ici, ce sont les paramètres pour ZoSign, bon, qui sont inutilisables pour l'instant parce que là c'est juste une fusion de documents en PDF, mais qui vont être utiles dans quelques instants lorsqu'on va envoyer pour signature. Donc là, pour moi c'est bon. Ce que je fais donc, c'est que j'envoie en signature électronique, donc juste un seul bouton sur lequel je clique. Le contrat est en train d'être fusionné. Il va être, une fois que c'est fusionné, il part en automatique chez le client, et le client n'aura plus qu'à, ou le prospect, il n'aura plus qu'à le valider, le signer électroniquement. Donc, première info déjà, automatiquement, on a pu mettre à jour le contrat en mettant que celui-ci avait été envoyé pour signature. On a un lien avec ZoSign qui a été fait. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré l'URL de ce document qui est en cours d'envoi pour le mettre ici, ce qui fait que si je clique, je vois dans quel état il est. En l'occurrence, ce que je peux voir là, c'est que ce document a été envoyé par mail, n'a pas encore été consulté et encore moins signé. Donc là, maintenant, je vais me mettre du côté du client où, hop, je viens de voir que j'ai reçu un mail. Alors ça, c'était le devis, voilà. Et là, c'est le mail que je viens de recevoir pour signature. Donc voilà comment ça se présente pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le signer en tant que futur astronaute, premier homme à marcher sur Mars. Je valide et j'accepte la notion de signature électronique. Et là, ça va me diriger. Donc il y a tout le contrat qui est ici. Il y a le document d'identification de signature électronique que l'on va retrouver ici. Là, ça pré-remplit en mettant le nom. Et ici, ça va être ma signature. Alors, hop, ça va être celle-ci. On peut mettre d'autres champs, d'autres types de champs, etc. Et je valide. Là, le choix, c'était uniquement que la personne, le futur astronaute, signe. On aurait pu mettre plusieurs signataires, notamment moi d'abord, puis ensuite la personne qui va, enfin chez Mars, qui va gérer le contrat. Donc si je retourne ici et que je relance mon contrat, voilà. Donc oui, des choses. Donc déjà, la première chose que je suis allé faire, c'est de vérifier dans ZoSign, ça c'est la première étape. J'ai signé, celle-là bien mis ici. Et puis l'info est remontée dans ZoCRM. Alors ça, c'est pas natif. Ça a été fait via ZoFlow. ZoFlow qui, pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de Zapier à peu près, qui permet de connecter différentes applications entre elles, en l'occurrence ZoCRM et ZoSign. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Il faut savoir que discrètement, j'ai caché un ID ici, que je peux rendre d'ailleurs, je peux complètement cacher à la vue des commerciaux, etc., de n'importe qui. Mais ce numéro-là, c'est celui qu'on va retrouver à la fin du document ici. Ce qui fait que lorsque ce document est signé, il y a dans ZoFlow, j'ai créé un flow justement qui permet de dire dès que un document dans ZoSign est signé, completed, à ce moment-là, il y a une petite fonction que l'on a créée qui va récupérer, chercher le contrat correspondant. En fait, ça va dire je récupère l'ID de ce ZoSign, donc en l'occurrence ici, et je vais chercher dans l'ensemble des contrats où je retrouve cet ID ici. Donc ça le trouve, et ensuite ça va le passer. Ce que je lui demande dans ZoSign, c'est de mettre à jour, update, l'entrée dans le contrat en mettant en l'occurrence que le contrat a été signé. Et par la même occasion, c'est ça que je voulais vous montrer, l'affaire elle-même a été mise en contrat signé. Par la même occasion. Ce qui fait que, alors qu'auparavant, on envoyait des documents par mail ou pire encore par la poste pour qu'elle soit signée à la main, etc. Ou qu'on l'envoyait par mail, la personne devait l'imprimer avec les erreurs d'impression, etc. possibles, devait vous le renvoyer, ça mettait des jours, ça ne marchait pas. Là, un clic, la personne le reçoit, signe électroniquement. Vous avez le retour d'information sans rien faire, sans aller chercher cette information. Et en plus, ça va vous mettre l'affaire elle-même signée. Enfin, ça va vous changer le statut de l'affaire. Vous n'aurez rien fait. L'autre chose à savoir, c'est que tout ça, nous, on a créé un dossier dans WorkDrive où on va venir stocker en fait tout ça en automatique. Donc on a à la fois le devis qui a été envoyé, la personne a répondu par mail OK pour ça, et maintenant le contrat qui a été signé, donc, que l'on va retrouver ici, donc avec l'ID, etc. Voilà, ce qui nous permet vraiment de faciliter le flux de signature électronique, de signature de contrat, etc. Donc en un bouton, tout est fait. Voilà. Donc, si on repart du début, l'entreprise Mars avait un besoin initial de fluidifier ses processus internes pour gagner en efficacité et améliorer globalement l'expérience client. On peut dire qu'on a réussi ici grâce à la bonne modélisation de départ, c'est important. Et puis derrière, la puissance de Zoho, je pense qu'on la voit à l'œuvre là dans ce qu'on a présenté. Il y a plein de choses possibles en termes d'automatisation. Tout ça étant relativement neutre pour l'utilisateur qui, lui, peut rester dans CRM alors que toutes ces tâches s'exécutent derrière.
Et avec l'abonnement Zoho One, donc on a accès à l'intégralité des applications qu'on a présentées aujourd'hui, ce qui veut dire une seule facturation et un seul login pour l'utilisateur, y compris l'administrateur qui configure tout ça. Il peut se loguer sur chaque application en une seule fois. Grâce aux intégrations et aux automatisations qu'on a mis en œuvre, on a amélioré la qualité de vie des collaborateurs qui peuvent tout gérer depuis un seul outil. Donc ça, c'est assez magique, on pense en tout cas. Et dans la démo du jour, on n'a même pas mentionné d'autres outils comme les outils collaboratifs, l'email, le chat interne, l'intranet, la visioconférence, ou encore le reporting avancé qu'on peut faire dans Zoho Analytics et qui ici aurait eu sa place et qu'on aurait pu mettre en œuvre. Si vous avez des questions sur ce qui a été présenté, on a un petit peu de temps là, je pense, pour compléter les réponses qui ont déjà été apportées dans le chat. Donc n'hésitez pas à en poser là dans les minutes qui viennent dans le chat. Puis je vais repasser la parole à Alexandra qui va peut-être conclure ensuite Oui, en fonction des questions qu'il y aura éventuellement. effectivement. Et je pense que ce serait peut-être bien qu'on reprenne, juste pendant qu'on a un petit peu de temps, qu'on reprenne les différentes questions qui ont été posées. Comme ça permet de réponse. Puisque tu as déjà répondu dans le chat, mais comme ça, on apportera des éléments complémentaires de réponse. Ouais, tout à fait. Je peux le faire si tu veux. Je t'en prie. Alors du coup, la première question, je pense, il y avait une première question sur le récap, donc tu as répondu, sur le fait qu'il y aura bien un replay déjà de ce qu'on a présenté aujourd'hui, qui sera présent sur le site internet avec un article, et il y aura un email à tous les participants. Ensuite, il y avait une question, donc c'était au tout début, on a dit qu'on branchait notre formulaire Zooform sur le module Leads, et la question ici était, est-ce qu'on peut directement l'envoyer sur le module Contact et créer un contact? Et donc on a répondu que oui, tout à fait. En fait, l'intégration du formulaire Zooform, on définit avec quel module CRM on l'intègre. Ça s'appelle le module Leads, ça s'appelle le module Contact, et après ça peut être aussi des modules custom, on fait ça parfois, soit pour des besoins métiers très spécifiques, on a besoin de gérer des inscriptions, on a besoin de gérer des événements un peu spécifiques, on va créer un custom module, le formulaire va être branché sur ce custom module, et ensuite, avec Deluge, on peut exécuter pas mal de choses qui peuvent impliquer la création d'un lead, la création d'un contact. Donc vraiment, il y a plein d'options, on n'est pas tenu en tout cas de s'intégrer avec le module Leads. Voilà. Ensuite, il y avait une question sur les transitions. Alors, moi, j'ai interprété ça comme les transitions du blueprint que présentait Florent. Donc, effectivement, ça fait partie, en fait, c'est dans la fonctionnalité Blueprint. Hein. Il y a vraiment une bonne latitude dans Blueprint, puis c'est un outil qui va encore évoluer avec le temps. Il y a déjà eu des nouveautés qui sont apparues. On définit tout ça dans la config du Blueprint. Qu'est-ce qu'on demande à l'utilisateur en termes de champs? C'est-à-dire, pour passer à la transition, quels sont les champs qu'il va devoir renseigner? On peut lui mettre des messages, on peut lui afficher des checklists aussi qu'il va devoir cocher. Voilà. Voilà. Ensuite, il y avait une question sur les sous-formulaires. Les sous-formulaires, c'est hyper pratique. Florent les a mis en œuvre pour la gestion des. Alors oui, Florent, là, tu illustres à l'écran. Peut-être on peut prendre 2 secondes. Comment fonctionnent en fait les transitions? Ouais, c'est ça. J'essaie à chaque fois de projeter des choses qui sont en relation avec ce que tu dis. Donc fais attention à ce que tu dis. Non, là, typiquement, exactement. C'est ce que quand je suis là, je suis sur un blueprint, sur le blueprint qu'on a fait avec Sébastien, et quand je suis sur une transition, on choisit déjà. Il y a une notion d'avant, pendant et après. Avant, c'est-à-dire que je peux très bien mettre des critères pour dire que j'affiche ou non la transition. Typiquement, je pourrais la mettre que pour un certain type d'utilisateur. Je pourrais très bien le mettre que si il y a certains champs qui ont été remplis au préalable. Sinon, la transition n'apparaîtra pas. Pendant, c'est là où je vais choisir les champs qui vont apparaître. Hein. Par exemple, si je vais ici, hop, alors là, c'est parce que c'est une transition parallèle il n'y a pas d'après, mais c'est là où je vais dire quels sont les champs, et c'est là où je vais mettre des validations en disant s'il n'y a pas tel élément, alors je mets une petite phrase qui dit ce que vous avez pu voir à un moment donné tout à l'heure, il manque un élément de motivation particulier, par exemple, dans ce cas-là. Et puis, ce que nous avons fait là, c'est en sortie, donc on a associé une tâche qui est générée automatiquement, qui se déclenche 3 jours après, enfin avec la date de fin qui est 3 jours après. On peut mettre des mises à jour de champs, et là, en l'occurrence, on a mis toute une fonction de luge pour créer le devis. Voilà. Très bien. Ok, top. Alors, question suivante, c'était une bonne question qui est, donc Florent a illustré, a montré comment on gérait les devis avec des sous-formulaires dans lesquels il va placer des produits, et c'est ce qui permet après de créer le devis. Les sous-formulaires, c'est hyper pratique, ça permet de faire plein de choses. Il y a une petite contrainte actuelle, c'est que dès qu'on veut modifier un sous-formulaire, ajouter une ligne, modifier une ligne, il faut éditer l'enregistrement au complet pour accéder à la modification du sous-formulaire. Donc Jordan posait la question si ça allait changer. Entre-temps, je suis allé voir sur notre réseau partenaire, on échange avec Zoho, et c'est bien prévu dans la roadmap, alors indiqué comme immédiate par Zoho, donc on peut estimer qu'en 2024, ça devrait arriver. Ce sera pas mal, quoi. Tu peux peut-être montrer, Florent, quand on est en vue lecture d'un enregistrement, en fait, on affiche... Voilà. Donc là, ce que Zoho dit, c'est que la demande qui a été faite et à laquelle Zoho a répondu comme quoi c'était sur la roadmap, ce sera un bouton ici édition directement là pour éditer le sous-formulaire. Parce qu'en effet, ici, là, on peut pas le modifier directement, on est obligé de faire modifier pour tous les sous-formulaires, pour pouvoir modifier
changer les choses. Voilà. Donc ça devrait arriver. On avait une remarque sur le fait qu'on prélève de la TVA pour aller sur Mars, c'est vrai, on s'est pas privé. Et alors, voilà. et je pense d'ailleurs que l'État nous remercie. Voilà. Parce que bon, à chaque voyage, ça prélève. Ça fait un peu de TVA. Ensuite, il y avait une question sur le fait, confirme-moi, le devis, Florent, tu l'as envoyé en pièce jointe directement dans le mail, c'est ça? Alors non, intéressant comme question. Là, je vais répondre à ce que tu viens de dire à l'instant. Si on envoyait en pièce jointe, ce qui est le cas ici, hein, c'est-à-dire que j'ai une pièce jointe à l'enregistrement, donc j'enverrai un mail et je pourrai aller chercher la pièce jointe dans l'enregistrement, comme ceci. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai fait sur le devis. Devis. Si je retourne sur celui que nous avons fait, en fait, je récupère l'URL. C'est-à-dire que j'ai un modèle de mail. Alors, je vais vous le montrer. C'est un peu les coulisses hein, de AnouMars. Mail devis. Tac. Où vous allez définir, même chose encore, hein, vous mettez vos paramètres qui vont être remplis en automatique. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin, c'est du natif. Et derrière ce bouton se cache le paramètre qui reprend le champ URL devis. Voilà, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment un lien cliquable. Et alors, je me le suis envoyé. Donc si je vais voir le devis, ça donne ça. Hein. Exactement. Donc c'est un lien cliquable. Il n'y a pas du tout de pièce jointe. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt la bonne pratique qu'on recommande. Oui. Parce que les pièces jointes dans les mails, en termes de délivrabilité, en termes de taille aussi de documents, c'est pas forcément optimal. Alors que le PDF, le lien, il est dynamique aussi. C'est-à-dire que si jamais le document était amené à évoluer, le lien, lui, ne bouge pas, quoi. Donc il y a plein d'avantages à faire comme ça. Et peut-être le dernier point aussi, c'est que, là, dans l'exemple, on a stocké des pièces jointes dans CRM directement. Enfin, je crois que t'as une pièce jointe aussi stockée en pièce. Ouais, le contrat. Donc là, on montre les deux exemples. Clairement, on va plutôt favoriser un stockage dans OneDrive, parce que dans OneDrive, vous avez facilement des téras de stockage, alors que dans CRM, vous êtes limité en termes de stockage, et ça peut coûter cher après si vous l'ajoutez du stockage. Enfin, en termes d'organisation aussi de la gestion de fichiers, on peut définir toute une arborescence dans OneDrive, et donc c'est plus optimal, à mon avis, que d'alourdir le CRM avec des pièces jointes. Tout à fait. Et d'ailleurs, si on va dans l'affaire, ça s'est créé automatiquement. Le dossier WorkDrive, c'est pas moi qui ai cliqué sur un bouton quoi que ce soit, c'est à la création de l'affaire. Un dossier WorkDrive a été créé avec une arborescence particulière, un nom particulier, voilà, avec l'ID pour bien être sûr s'il peut y avoir des dossiers doublons. Et voilà. Et on va retrouver toutes les personnes ici, tous les dossiers de tous nos clients. Bien. On a des questions sur ZooSign aussi, du fait d'expédier depuis le nom de domaine de l'utilisateur. Tout à fait. Donc ça, c'est arrivé il y a quelques temps déjà, la possibilité d'avoir un custom domain, en fait, donc de mettre son propre nom de domaine et de définir que les notifications ZooSign partent d'une adresse de l'organisation et non pas d'une adresse ZooSign. Et une autre question sur ZooSign qui était, est-ce qu'il y a des relances possibles en automatique quand le document est en attente de signature? C'est natif en fait, c'est prévu dans l'outil, quoi. C'est assez complet à ce niveau-là. Sur les relances, sur les différentes notifications qu'on veut envoyer quand le document est signé, voilà. Il y a pas mal de latitude dans ZooSign. On peut rappeler un document aussi si on veut l'annuler. C'est pas mal de choses. Il y avait une question aussi sur le fait d'envoyer des conventions, s'il est possible d'envoyer des conventions avec ZooSign. Donc, au même titre. Alors, je crois que c'était une question directe de William pour Guillaume, donc je pense qu'ils vont voir ça ensemble. C'est pour le déploiement, j'imagine, directement dans l'entreprise. Mais oui, techniquement, le cas d'usage de générer des conventions et de les envoyer par ZooSign, c'est typiquement des choses qu'on fait, quoi. Ouais. Tout type de contrat, en fait. Ça en direct. Ça marche. On m'avait semblé aussi. Oui, mais comme il y a une deuxième question sur les conventions de formation, ça fait peut-être un point pour répondre à d'autres personnes. Alors, c'est où la deuxième question? Ouais, nous organisons des formations gratuites. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, ça permet d'avoir des réponses à d'autres. Ouais, c'est ça. En fait, tout type de document amené à être ou non signé, en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Hein. Vraiment, on définit de quelles données on part, on met en page un document, on définit des règles de fusion et d'affichage, et ensuite on définit à l'issue de la génération de ce document ce qui se passe. Ça peut être un envoi direct, on génère un PDF, on l'envoie pour signature électronique, et ça, on le fait avec ce qu'on veut, quoi. Alors ensuite, il y avait une question par rapport à ZooMeeting, s'il y avait des évolutions prévues, nombre illimité de sessions dans une même séquence et plus limité à 50. J'ai pas la réponse là, il faudrait qu'on interroge le support directement. Je sais qu'il y a des limites de ce type là, il faudrait qu'on regarde. On regardera, oui. Salon permanent, je pense que c'est aussi dans Meeting. C'est ça, les salons, ça c'est récent, hein, et je sais pas la réponse. Ça, on peut se garder ça sous le coude et puis interroger Zoo. Après, il y a une question si le custom domain dans ZooSign réduira la qualité de délivrabilité des emails transactionnels de signature électronique. Alors là,
Je ne pense pas, mais j'ai pas la réponse précise là-dessus sur la différence entre. À mon avis, c'est plutôt l'inverse, hein. Si vous partez avec votre domaine à vous, c'est bon, c'est plus lié à la réputation du domaine en question, quoi. Mais ça peut être aussi un point à regarder plus spécifiquement avec Zoho si me permet il y avait une question. Ouais, vas-y. Sur ce point, non, ça va pas diminuer la délivrabilité parce que justement, il y aura une authentification du domaine, donc il y aura pas de... Non. Très bien. Donc, il y a un point sur les tutos là aussi. Je sais pas si... Oui. Non, effectivement, on n'a pas prévu de tuto pour chaque fonctionnalité, mais par contre, on est là pour vous accompagner, hein, c'est notre rôle. On est partenaire premium de Zoho, donc on accompagne les clients de tout type de secteur d'activité, de différentes tailles et avec différentes formules d'accompagnement. Donc, si vous avez besoin d'aide pour mettre en place ces fonctionnalités, on est là pour vous aider. On est tous chefs de projet chez Transition. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à ça. Et on peut peut-être ajouter qu'on fait des découvertes aussi, hein. Quelqu'un qui voudrait avoir un aperçu global de Zoho, qui est vraiment en début de découverte de l'outil, on peut caler 1 heure pour faire un tour d'horizon. Et après, il y a quand même beaucoup, pour le peu que vous parliez anglais, il y a quand même beaucoup de ressources aussi en ligne. Donc on va pas forcément mettre que Transition en avant, mais vous avez beaucoup de ressources. Si vous allez un peu sur YouTube, il y a des confrères, notamment anglophones, qui font beaucoup de contenu. Donc vous privez pas non plus, quoi. Voilà. Donc avec tout ça, entre notre accompagnement et puis ce qu'il y a et en ligne, je pense que vous avez pas mal de ressources, quoi. Tout à fait. Ah, une petite dernière, ouais. Peut-on faire remplir des cases à cocher ou des champs par l'utilisateur avant signature? Donc Guillaume a répondu. J'ai répondu partiellement, effectivement. Là, on peut avoir des cases à cocher qu'on va forcer. Maintenant, il n'y a pas forcément... bon, j'ai un petit doute sur des règles de validation sur d'autres champs, du texte, etc., pour être sûr que ça contient bien certaines valeurs ou certaines dates. On peut rendre des champs obligatoires. Maintenant, il y a une autre possibilité dans ZooSign, c'est qu'un document peut être transformé en formulaire, en fait. Et là, on peut mettre des règles au niveau du formulaire. Et donc, en fait, c'est le formulaire qui va être rempli, qui va directement générer le document. Donc, c'est peut-être une piste aussi à explorer. Très bien. Super. Bon, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'être venu à ce webinaire. Donc, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, sur YouTube. On vous enverra l'ensemble des ressources que l'on a évoquées et un récapitulatif du webinaire. On vous notifiera aussi de la mise en ligne du replay de ce webinaire sur la page YouTube et sur notre blog. Donc, je vous remercie. On vous remercie. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne année. Au revoir. Au revoir. Ciao.